Il y a plusieurs troubles psychologiques pour la femme, comme par exemple, bien sûr, le stress, l'angoisse, la dépression, qu'on trouve beaucoup au niveau de la femme, surtout l'anxiété, les troubles d'anxiété, par exemple, l'anxiété généralisée pour certaines femmes. Donc, il y a énormément de troubles psychiques, psychologiques, et ceux qu'on a cités donc, sur le plan physique. Donc, il y a des troubles physiques qu'on a cités et des troubles psychologiques. Et chacun a besoin de recommandations et chacun a besoin de remèdes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le podcast de la médecine prophétique. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet des maux de la femme. Professeur Hakim, que pouvez-vous nous dire sur les maux que la femme peut traverser au cours de sa vie? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. C'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant et très important de traiter déjà la femme en général, car Allah Azza wa Jal dans le Coran lui a donné une importance, donc a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une sourate complète sur la femme, dont pour chaque musulman, justement, que le fait qu'Allah Azza wa Jal a fait révéler cette sourate, ça nous donne une importance à méditer sur la vie de la femme. Quand on dit la vie de la femme, c'est-à-dire, comme vous avez précisé, la femme a des étapes dans sa vie. Donc, en commençant bien sûr par la grossesse, l'allaitement, ensuite le nouveau-né, ensuite donc, la période enfant, la période adolescent. Donc, nous, ce qu'on va traiter, on ne va pas traiter la grossesse ou l'allaitement. On va rentrer directement et parler de l'importance des étapes de la femme au début de la transition. C'est-à-dire la transition importante de la femme, c'est la puberté. De fille à femme. Voilà. Ça veut dire que de la puberté à la ménopause. De la puberté à la ménopause. Et de traiter ensemble et de discuter ensemble sur ce thème-là. Les thèmes et trouver des solutions sur ces étapes-là, car c'est des transitions. C'est des transitions que la femme doit connaître, et bien sûr, et son entourage, le mari, le frère, les sœurs, doivent connaître ces étapes-là. Donc nous, on va se concentrer beaucoup plus sur les troubles de la femme. Quand on dit les troubles, c'est surtout donc les étapes de la puberté, qui est une transition importante, et ensuite, bien sûr, étape par étape, jusqu'à arriver à la fin de la ménopause. Très bien. Donc, première question. Est-ce que les maux de la femme ont un grand impact sur leur relation sociale? Les maux de la femme ou les troubles de la femme, surtout les maux de la femme, bien sûr qu'il y a un grand impact sur le relationnel, que ce soit familial ou interne, externe. C'est-à-dire, un exemple, on va vous donner juste un exemple, par exemple, la période de règles. D'ailleurs, même les règles, comme vous savez, sont beaucoup étudiées par nos savants. Donc, les étapes de cette étape-là qui est importante au niveau de la purification, jusqu'à que des livres ont été écrits, justement, en islam, sur, justement, le comportement. Le comportement à avoir avec, justement, la femme qui est dans cette situation. Donc, le fait, justement, l'impact qu'il y a, on va parler des règles, par exemple, ou les menstrues, c'est sûr qu'il y a un impact sur le relationnel. C'est-à-dire qu'il y a la fillette qui devient donc pubère, donc la puberté, par ses règles, c'est sûr qu'elle va avoir donc un changement, une forme de transition. Donc il y a une forme. Donc est-ce que tout le monde va l'accepter de cette manière-là? Est-ce que, etc. Donc on sent que le relationnel, ça va commencer chez elle. Donc alors 12 ans, 13 ans, 15 ans. Donc il peut y avoir une moquerie, il peut y avoir... elle se cache, elle n'a pas envie qu'on sache qu'elle a cette impureté, donc elle peut cacher. Donc, et ça joue sur le rationnel. Donc ça joue sur le rationnel dans le sens qu'elle peut se réserver, elle peut se retrouver à être... donc elle sent que c'est un petit peu tabou, alors que c'est tout à fait normal. Au contraire, on doit accepter ça, c'est des étapes, c'est Allah qui a créé la femme de cette manière-là, c'est Allah qui a créé ces mots-là pour que justement qu'on l'accepte. Donc il y a bien sûr qu'il y a des effets relationnels internes au sein de la famille et externes à l'école ou
dans ses études ou au travail, etc., elle peut avoir un impact, il peut y avoir un impact relationnel que des gens ne comprennent pas cette situation-là, donc ils peuvent se moquer d'elle, par exemple. Hein, donc, justement, c'est là de connaître cette situation, justement, de la femme à ce moment-là. Quel conseil vous pourriez donner pour gérer ces problèmes-là? Ben, déjà, dans un premier temps, c'est prendre la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète il disait toujours d'avoir un bon comportement avec ses époux, d'avoir un bon comportement avec ses enfants, que ce soit une fille, hein, parce que nous, on se concentre sur la femme, donc d'avoir un bon comportement. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui éduque 2 à 3 filles sera protégé de l'enfer, pourra rentrer au paradis. C'est-à-dire que ça prouve quoi, ce hadith? Le fait d'éduquer 3 filles ou 2 filles, ça prouve qu'il y a quand même un effort à faire. Donc il y a un effort à éduquer ces filles-là. Donc parmi l'éducation de ces filles, c'est bien sûr de connaître justement les différents mots qu'elle peut avoir. Hein, de patienter sur son début de la puberté, car il y a un changement d'hormones. Donc c'est sûr que là, elle peut réagir autrement, elle peut avoir des comportements différents. Donc c'est sûr qu'il doit, le père, hein, ou la mère, les parents, ils doivent faire face à aider beaucoup plus une adolescente, à l'aider justement dans cette transition, que de la monter. Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi? Non, c'est une transition. On n'essaie pas d'essayer vraiment de dévaloriser la fillette ou de dévaloriser, par exemple, une femme qui se retrouve, par exemple, dans des moments difficiles, que ce soit des règles douloureuses, abondantes, où elle se retrouve dans une phase qui est très difficile pour elle, qui peut même avoir un impact psychologique, hein, il faut essayer de pouvoir l'aider. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment fait attention et a recommandé de bien faire attention lorsqu'on éduque des filles et lorsqu'on a entre nos mains une épouse ou autre chose. Le prophète a vraiment apporté une règle importante pour les parents, la mère. La mère, il lui a donné une grande place. Pourquoi? Car elle a supporté la grossesse, l'allaitement. Donc, ces transitions-là, hein, donc la mère, elle peut se retrouver dans une dépression, un trouble psychologique, ça restera la mère. La mère, c'est la mère. Elle restera toujours, elle aura sa place, car elle a des situations de trouble dans sa vie. Donc, on se doit, en tant que fils ou fille, on se doit, et c'est obligatoire pour nous, d'avoir un bon comportement avec eux. Et là, on intervient justement les situations de la mère. Donc, que ce soit des filles, que ce soit une femme, la femme ou sa femme, ou que ce soit une sœur, ou que ce soit la mère ou la grand-mère. Donc, dans toutes les situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté des règles, hein, qui nous permettent justement de pouvoir canaliser leur situation. Quels sont les mots les plus fréquents chez les femmes? Alors, les mots les plus fréquents, sans rentrer trop dans les détails, sans parler des troubles psychologiques, hein, on se concentre beaucoup plus sur les mots qui ont un rapport avec le cycle, ou plutôt les hormones. Hein. Vraiment, c'est les mots, hein, sur le plan médical. Donc, la première chose qu'il y a, c'est bien sûr la puberté. Donc, les troubles de menstrues. Donc, le cycle menstruel, il peut être abondant, comme il peut être, par exemple, douloureux, hein, dans le cycle. Donc, ces règles peuvent être douloureuses ou abondantes. La deuxième chose après les cycles menstruels, il peut y avoir aussi un trouble qui est, par exemple, ou plutôt d'une pathologie qui peut être, qui est liée à la femme. C'est tout ce qui a un rapport avec, bien sûr, les kystes ovariens, hein, qui peut avoir aussi donc les fibromes. Hein, c'est ces situations qui sont très difficiles pour la femme. Hein. Aussi, il y a donc les 2 syndromes les plus connus, hein, le syndrome prémenstruel, hein, le syndrome, par exemple, des ovaires polykystiques, hein, qui est aussi méconnu par les maris, méconnu par les pères, méconnu par... donc, c'est très difficile pour la femme. Ensuite, il y a un trouble très important pour la femme
c'est le niveau de la thyroïde. Souvent, la femme est touchée par l'hypo ou l'hyperthyroïde, donc des situations de thyroïde qui commencent à être difficiles pour la femme. Ensuite, bien sûr, la femme qui accouche, par exemple les fausses couches, qui tombe enceinte, fausses couches, et des situations difficiles. Il y a aussi, donc, au niveau de la femme, il y a la chute de cheveux, qui est très difficile pour la femme. Chute de cheveux, l'acné, l'acné hormonal qui est aussi difficile pour la femme. D'autres encore. Donc, il y a à peu près, on va dire, une dizaine de troubles, une dizaine de maux qui sont connus à travers la femme. Bien sûr, après, il y a d'autres troubles beaucoup plus sévères, comme la fibromyalgie, qui est un peu plus sévère, que certaines femmes aussi sont touchées par ce genre de problème. Ensuite, bien sûr, il y a des infections, souvent les infections urinaires, qui peuvent être touchées aussi, ou des virus qui peuvent toucher les parties génitales. Très bien. Quels conseils pouvez-vous donner aux époux pour épauler leurs femmes dans les divers maux qu'elles peuvent traverser? Oui, c'est une très grande question. Les conseils que je peux donner pour moi déjà, bien sûr, à moi-même et à vous, c'est bien sûr de prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de voir et de suivre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de voir comment le prophète se comportait avec ses femmes, comment se comportait avec sa femme, comment se comportait avec justement on va dire, donc tout ce qui est la femme en général, comment il se comportait avec la femme, que ce soit la mère, que ce soit les sœurs, que ce soit, quand je dis sœurs, ça veut dire les femmes qui lui posaient des questions, comment il se comportait avec elles. Le prophète il y a plusieurs hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec donc les femmes au niveau du comportement. Donc la première chose, c'est de voir et d'avoir comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième conseil, c'est le conseil du prophète d'une manière générale. Le prophète a conseillé, et pourtant, fait hajjatul wada'. Hajjatul wada', c'est-à-dire le dernier hajj. Il a clôturé avec le dernier pèlerinage. Il a fait un sermon, et dans ce sermon, il a parlé justement de la femme. Il a dit Fastawsu binisa'i khayra. Je vous recommande d'être bon avec les femmes. Donc ça, c'est important pour nous. C'est une recommandation du prophète. C'est la révélation. Donc il faut qu'il y ait une relation avec nos filles, ou nos femmes, ou les femmes, ou les mères, une relation qui soit un rapport avec notre religion. Il faut qu'il y ait un rapport religion. Un rapport, il faut qu'on ait, et pour qu'on ait la continuité, il faut toujours qu'on se mette derrière que Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des recommandations. Il ne faut pas qu'on se comporte avec la femme comme si c'était un être humain. Non. Parce que si on la considère comme un être humain, eh ben on va se comporter de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir un bon comportement, mais ça va être matériel. C'est-à-dire que ça va être un comportement matériel, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant, comme pour l'épouse et l'époux. Je t'achète ci, je t'achète ça. Alors quand il n'achète pas, ou quand elle n'a pas eu de cadeau, ou quand elle n'a pas eu de sortie, quand elle n'a pas eu le restaurant, ben ça part en engueulade. Ça commence donc à se chamailler. Pourquoi ? Parce c'est un couple matériel, c'est un couple qui est bâti, qui est fondé sur du matériel. C'est donnant-donnant. C'est ce qu'il y a maintenant, on retrouve aujourd'hui. C'est rare de trouver, par exemple, un couple qui bâtit son couple avec, bien sûr, din, avec la religion, avec le fait que ce couple-là, c'est grâce à Allah qu'il y a eu ce couple, que c'est Allah qui a fait et d'ailleurs, ça fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Le mariage, ça fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc le fait qu'il y ait cette alliance, il faut qu'elle soit basée sur des recommandations et sur des rétifs. Il faut qu'il y ait Allah et son prophète dans cette alliance. S'il n'y a pas Allah et son prophète, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Mais ça peut arriver à des choses mauvaises. Si la personne, l'homme par exemple, il va se retrouver à taper sa femme, ou faire des choses qui sont mauvaises, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, c'est sûr qu'il va se retrouver à faire des choses qui sont mauvaises. Donc le conseil que je donne souvent, c'est bien sûr
les recommandations du prophète, de savoir que le couple est basé sur un principe qui est un rapport avec l'adoration aussi, parce que c'est rare d'entendre ça, mais le fait de vivre en couple, c'est une adoration. Et cette notion-là, on le perd parce qu'on vit que dans le matériel. Hein, aujourd'hui, le couple, c'est les passions. Hein, c'est des intérêts qui sont connus, hein, des intérêts de passion, des intérêts sexuels, des intérêts. C'est un couple qui est basé sur les intérêts. Aujourd'hui, on vit dans le matérialisme. Donc, pareil, la relation avec la fille, la relation avec la mère, c'est tout devenu maintenant matériel. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de problèmes, parce qu'on est devenu matériel. Alors que si on essaye de revenir donc, à notre religion et de revenir à la notion que le prophète nous a éduquée, à revenir à que c'est une adoration. Même certains savants disent qu'il faut mettre l'intention régulièrement, presque tous les jours, que ce couple-là ou cette relation est une adoration et pour Allah. Et en fait, c'est un combat. C'est un combat parce que y a une vie de couple. Il y a le travail, il y a les enfants. Donc, il y a tellement de transitions. Donc, on perd cette valeur, en fait, de cela. On perd de sa valeur. Barakallahu fikum. Quels mots féminins sont les plus répandus et pouvez-vous donner quelques conseils pour les soigner d'une manière plus naturelle? On a cité déjà tous les mots au niveau physique. Après, il y a les mots psychologiques de la femme. Donc, il y a plusieurs troubles psychologiques pour la femme, comme par exemple, bien sûr, le stress, l'angoisse, la dépression, qu'on trouve beaucoup au niveau de la femme, surtout l'anxiété, les troubles d'anxiété, par exemple, l'anxiété généralisée pour certaines femmes. Donc, il y a énormément de troubles psychiques, psychologiques, et ceux qu'on a cités donc, sur le plan physique. Donc, il y a des troubles physiques qu'on a cités et des troubles psychologiques. Et chacun a besoin de recommandations et chacun a besoin de remèdes. On est bien d'accord. Si, par exemple, on va revenir sur... et on aura l'occasion de parler des troubles psychologiques de la femme, on essaie de se concentrer sur les troubles physiques. D'accord ? Parce qu'on pourra faire une deuxième partie et on fera les troubles psychologiques de la femme. On essaie de garder, comme on a commencé par les troubles physiques, on essaie de rester sur les troubles physiques. D'accord ? Après, il faudrait donc un autre podcast sur les troubles psychologiques de la femme. Les troubles physiques de la femme, par exemple, les règles douloureuses. Les conseils que je donne, par exemple, faire attention à l'alimentation. Éviter l'alimentation ultra transformée. Avec, bien sûr, le sucre, un surplus de sucre. Faire attention, surtout quand il y a une transition. La transition des hormones. Donc là, il y a la fillette qui commence à avoir la puberté. C'est sûr qu'elle a les règles douloureuses. C'est sûr que l'alimentation commence à aussi dégénérer. C'est-à-dire qu'elle va rentrer à prendre trop de sucre, à manger des fast-foods. Et ça incombe sur son cycle menstruel. L'alimentation. Donc, première recommandation. Deuxième chose, il y a des plantes importantes qu'on a besoin pour tous les troubles physiques de la femme, qu'on appelle des plantes donc, qui sont phytoextrogènes, d'accord, et des plantes qui sont phytoprogestéroniques. Donc des plantes, comme vous savez, la femme, il y a deux hormones qui sont importantes, les extrogènes et les progestérones. Donc extrogènes et progestérone. Donc c'est souvent quand il y a des troubles hormonaux ou un déséquilibre hormonal où il y a un manque d'extrogène ou un manque de progestérone, où il y a un surplus d'extrogène, où il y a un surplus de progestérone. D'accord ? C'est dans tous les troubles qu'il y a généralement de déséquilibre hormonal de cela. Après, on ne parle pas du syndrome des ovaires polykystiques, où on va retrouver donc un surplus d'hormones androgènes, c'est-à-dire d'hormones masculines. C'est ce qu'on appelle les ovaires polykystiques. Donc là, la femme ou la fillette plutôt, qui rentre dans les règles douloureuses, donc là, ce que je lui recommande, c'est bien sûr faire attention à son alimentation,
D'accord. Deuxième chose, des plantes importantes, régulateurs des hormones, comme par exemple la camomille, la marjolaine, hein, le thym, l'origan, sont des plantes qui régulateurs des estrogènes. Ensuite, des autres situations qui peut être aussi intéressantes, c'est quand il y a un problème, par exemple, au niveau de la femme, c'est souvent donc des fibromes, par exemple, hein, les fibromes, les kystes, etc. Là, il faut essayer aussi de réguler, de voir si la femme, elle a un manque d'estrogène ou en surplus d'estrogène, ça dépend. D'accord. Donc, si elle a un manque d'estrogène, on va lui donner des plantes phytoestrogènes. Donc, quelles sont les plantes phytoestrogènes? Par exemple, la sauge, sans rentrer trop dans les détails. La sauge, par exemple. La sauge, c'est une plante qui est phytoestrogène. Une autre plante, la gâtillier. Donc, le gâtillier, c'est une plante qui est phytoprogestérone. Donc, c'est un manque de progestérone. D'accord. Ça, c'est la base. Ensuite, on va suivre pour chaque trouble, on va rentrer dans les symptômes de... Là, ce sera différent. Donc là, on va rentrer... Là, il peut y avoir les troubles psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une fillette qui a, dans les symptômes, elle a des règles douloureuses, mais à côté de ça, elle est fatiguée. Elle a la fatigue. Donc, il peut y avoir peut-être douloureuse et abondante. Donc, si elles sont douloureuses et abondantes, hein, elle est fatiguée, dû à l'anémie, par exemple, ou un manque de... Donc là, il faudra lui donner, par exemple, la spiruline, qui est très bien, surtout pour les troubles hormonaux. La spiruline est très bien. La vitamine C, la cérola, d'accord. S'il y a une grosse fatigue, quand c'est par exemple des troubles qui sont assez sévères, physiques de la femme, on va lui donner des adaptogènes. Hein, donc, on va lui donner des champignons comme le reishi, maïtake, quelque chose d'un peu plus fort pour qu'elle lutte contre la fatigue. Ensuite, il y a des femmes qui ont des problèmes psychologiques avec des troubles hormonaux, hein, qui peut y avoir du stress, de l'angoisse. Là, on va donner, par exemple, des plantes qui sont, par exemple, même des fois des antidépresseurs. Des antidépresseurs qui sont naturels, quand, par exemple, il y a un syndrome prémenstruel. Dans le syndrome prémenstruel, beaucoup sont en dépression. Et là, on va donner des antidépresseurs, safran, rhodiola, griffonia. On va donner quelque chose de fort pour que... c'est surtout que les trois jours avant les menstrues, pré-menstruels, avant le menstru, elle est déréglée. Quand j'ai déréglée, c'est-à-dire qu'elle perd de beaucoup de choses. Elle commence à s'énerver beaucoup. Elle perd... Donc là, il faut essayer de la réguler avec des antidépresseurs ou des anxiolytiques naturels. D'accord ? Il y a une autre phase de trouble de la femme physique, c'est l'endométriose. Ça, c'est une inflammation du système génital. Donc là, il faut donner des anti-inflammatoires. La meilleure solution que je donne, 2 anti-inflammatoires puissants pour lutter contre ce genre d'inflammation, d'endométriose, c'est la curcumine. Pas le curcuma. Curcuma, c'est une épice. Le curcuma, c'est une épice qu'on utilise dans l'alimentation. La curcumine, c'est-à-dire qui est tirée du curcuma. La curcumine, c'est une partie de la curcumine. C'est la partie qui est intéressante. C'est l'atome le plus connu, hein, l'atome chimique qui est actif. Hein, c'est la partie active du curcuma, qu'on appelle curcumine, qui est maintenant en complément alimentaire. C'est un anti-inflammatoire qui est puissant, qui peut aider justement pour l'endométriose. Autre chose aussi, une autre qui a été recommandée par le prophète, c'est le cossu indien. Le cossu indien est un anti-inflammatoire puissant pour la femme. C'est-à-dire que justement, quand l'endométriose et d'autres pathologies comme le fibrome, comme par exemple les kystes utérins, le cossu indien aide justement à aider la femme qui est dans cette situation-là. Passons à un autre trouble physique. C'est bien sûr, toujours dans les troubles hormonaux, c'est la thyroïde. Alors la thyroïde, ça dépend. Ça peut être en hypo ou en hyper. Plutôt en hypo, on va donner donc des plantes qui sont importantes, comme par exemple le cossu indien, la nigelle. On va donner par exemple aussi un adaptogène, le cordyceps.
pour la femme qui est en hypo. Donner la spiruline, parce qu'il y a un manque d'iode. Donc, on va donner donc, les produits de la mer, la spiruline, la calmate et autres. En hyper, c'est un petit peu le contraire. On va plus donner, par exemple, des plantes qui vont l'aider, surtout donc, qui sont, par exemple, on va donner, on évite de donner la nigelle et le costu indien pour l'hyperthyroïde. On essaie de donner des plantes qui vont l'aider pour l'hyperthyroïde. Par exemple, on a la plante qui est intéressante, c'est plutôt un complexe. C'est un complexe qu'on donne. Il s'appelle il y a hypoclame et hyperclame. C'est un complexe complet de plantes qui va aider justement la femme qui a une hyperthyroïdie. Mais surtout, l'hyperthyroïdie, on va regarder les symptômes de l'hyperthyroïdie. C'est-à-dire, plus les symptômes. C'est-à-dire que dans l'hyperthyroïdie, c'est différent d'hypo. L'hyperthyroïdie, on va regarder par exemple, il y a beaucoup de stress, beaucoup énervé, il y a une perte de poids. On va plus suivre les symptômes que l'hypothyroïdie. Même l'hypothyroïdie, bien sûr, il y a aussi la fatigue, il y a prise de poids, mais plus dans l'hyperthyroïdie, de suivre, parce que c'est l'hyperthyroïdie. C'est un déclenchement qui est supérieur à l'hypothyroïdie. L'hypo, c'est un manque. Donc l'hyper, c'est en plus. Donc là, on va régler, d'essayer de diminuer, pas de lui apporter, de diminuer donc cette activité de la thyroïde. D'accord ? Ensuite, il y a par exemple des solutions à donner aussi par rapport à la femme qui est en ménopause. On va terminer avec la ménopause parce qu'après, il y a d'autres encore. Ménopause, donc pareil, bouffée de chaleur. Donc là, on passe à l'arrêt progressivement, diminution ou l'arrêt des hormones extrogènes. Donc là, la diminution, on va donner par exemple des plantes qui sont phyto-extrogènes. D'accord ? Donc on va donner la sauge, on va donner donc l'onacre, qui est aussi importante, l'huile d'onacre, qui est aussi importante. Parce que là, il y a une transition qui est assez sévère pour elle, dans la ménopause. Quand il y a une diminution, quand il y a l'arrêt des oestrogènes, l'arrêt du cycle, donc il y a beaucoup de symptômes. Bouffée de chaleur, avoir des articulations, elle commence à prendre du poids, etc. etc. Vous en avez parlé, mais est-ce que les maux de la femme peuvent impacter sur leur santé psychologique? Oui, bien sûr. Et ça demanderait plutôt qu'on fasse un podcast sur ça, que sur ça. Bien sûr, plein d'exemples. Comme je vous ai dit, par exemple, je donne l'exemple de la fillette qui vient d'avoir ses règles. C'est sûr qu'elle va se retrouver avec de l'anxiété, de l'angoisse, du stress. Pareil pour la femme qui a un système, l'endométriose par exemple. L'endométriose va se retrouver même en dépression, se retrouver même, parce qu'elle est mal connue, elle est pas, plutôt, on ne comprend pas sa situation. Des fois même, l'endométriose, des fois, ça peut même... la femme qui se retrouve en endométriose, des fois, elle est un petit peu, on va dire, comme si elle était possédée, des fois, dans certaines situations. Comme si elle avait un mal occulte. Tellement qu'il y a un changement total, même hormonal, il y a un changement même au niveau de sa santé physique, sa santé mentale. Donc il y a un suivi vraiment assez profond pour la femme qui a l'endométriose. Pareil pour le fibrome. Dites-vous que chaque trouble physique de la femme, il y a derrière un trouble psychologique. L'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, les troubles de l'humeur. L'hyperthyroïdie, la nervosité. D'accord ? Chute de cheveux, elles sont retrouvées dans l'anxiété ou l'angoisse. L'acné, elles sont retrouvées dans le stress. Donc chaque mot, il y a besoin de faire un podcast pour expliquer chaque mot pour trouver des solutions pour chaque trouble psychologique de la femme. La ménopause, c'est la fin. Donc elle se dit, voilà, je suis à la fin de mon cycle, donc il peut y avoir, avec surtout les bouffées de chaleur, qui peuvent venir à n'importe quel moment, qui peuvent venir dans la journée. C'est vrai qu'il se concentre beaucoup plus le soir, mais dans la journée, il peut se retrouver angoissé. Et il y a les fausses couches. Donc là, pour la femme qui n'a pas fini sa grossesse, elle peut se retrouver en dépression. Barakallahu fikoum. Quel conseil donneriez-vous aux mères pour accompagner leurs filles dans leur puberté? Déjà, c'est l'importance. Je pense que les mères, elles sont plus connaisseuses que moi, mais d'une manière générale, bien sûr, faire attention à leur purification, à l'hygiène, c'est sûr, à l'hygiène.
C'est sûr que c'est une phase qui est une transition qui est pas facile. Donc la mère, elle, bien sûr, elle comprend cette situation. Donc plus le plan hygiénique, au niveau de la purification, la propreté. Après, bien sûr, le plan psychologique aussi. Hein, il faut qu'elle soutienne sa fille. Elle peut se retrouver dans un trouble. Elle peut se retrouver... Et ce trouble, bien sûr, ce sera... Ou ça peut venir de l'intérieur, au sein de la famille, par exemple les frères, ou ça peut venir de l'extérieur à l'école. Donc, il faut qu'elle sache gérer ça. La mère, il faut qu'elle gère. Elle gère ces situations-là. Qu'elle gère à la fois si c'est interne comme c'est externe. Il ne faut pas qu'elle soit inconnue de la situation de sa fille. Elle lui pose des questions. Elle pose des questions, même plus que ça. Il faut elle en fasse une amie. Qu'elle en fasse une amie et qu'elle soit avec elle dans cette situation qu'elle a besoin. C'est une transition qui est pour elle nouvelle. Nouvelle et pas étrange, mais c'est nouveau. Ce qu'on constate malheureusement, c'est que souvent, il y a carrément une séparation. Bah oui, ça, Dans ces comme j'ai dit, périodes-là. on a des relations qu'on a, nous, aujourd'hui, au sein de notre communauté et au sein de nos familles, c'est une relation matérielle. Tout est basé sur le matériel maintenant. Et sans parler de... On vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a, la technologie d'aujourd'hui, les portables, etc. Il n'y a plus cette communication. Il n'y a plus cette communication maintenant. Maintenant, la fillette, elle va regarder sur Internet. Au lieu de demander à sa mère, elle va regarder sur Internet. Tout est venu maintenant. L'Internet, c'est devenu... c'est tout, maintenant. Il n'y a plus cette relation, il n'y a plus le relationnel de la mère-fille ou la mère-père ou les enfants avec leur père, ou les parents, où le père il regarde ce qu'il fait son fils. Non, le fils toute la journée avec ça, bon, on en parlera, pas qu'on sort du sujet, mais on parlera justement de faire un podcast sur les enfants, sur les méfaits des écrans, les méfaits de la communication. On a besoin d'Internet. On a besoin de... D'ailleurs, nous, alhamdoulilah, quand on diffuse ce podcast, c'est sûr qu'on le diffuse dans les réseaux sociaux. On a besoin de réseaux, mais il faut savoir canaliser. On a besoin de savoir l'utiliser, savoir le canaliser, savoir... il faut l'utiliser en tant que moyen, pas qu'objectif. C'est un moyen de communication, c'est un moyen d'apprendre, c'est un moyen, mais pas, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est bien sûr d'adorer Allah. Ça, c'est élémentaire. C'est inné d'adorer Allah. Mais l'objectif dans le relationnel, c'est de savoir, la question que vous avez posée, c'est de savoir que la mère doit savoir sa fille, qu'est-ce qu'elle fait. Elle en est où? Elle doit savoir sa situation. Maintenant, là, ça exactement. Maintenant, la mère, elle est sur Internet, elle est sur TikTok, ou sur Instagram, toute la journée. La fille, elle fait ce qu'elle a... Elle apprend à s'éduquer seule. Surtout que les enfants, ils vont reproduire ce que leurs parents font. Exactement, c'est sûr. Donc il faut que ce soit cohérent, en fait, ce que la mère va dire à sa fille. Il faut qu'elle prenne du temps. La mère, elle doit... son rôle, c'est de prendre du temps, de voir ça. Surtout dans cette transition. On parle bien de la fillette qui a la puberté. On parle pas... Chaque situation est différente. Il y a la situation de la mère avec la fille qui a marié sa fille, qu'elle devient enceinte, c'est une autre situation. La fille qui a du diabète, par exemple, c'est une autre situation. Chaque situation est différente. Et dans chaque situation des troubles, ou des changements, des transitions de la femme, il faut que la mère soit présente. Comme le père, il soit présent avec le fils. Comme le père, il faut qu'il sache, à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'il sache la situation de son fils. Bon, ça, c'est un autre sujet aussi, c'est les troubles de l'enfant, où justement qu'il faut voir justement comment se comporter par rapport à ça. Donc pour chaque situation, il y a un comportement à adopter. Pour chaque situation, il y a un comportement à adopter. Un exemple, on a parlé de la fillette, de la puberté, même la situation du mari avec la ménopause. C'est une situation aussi a un comportement à avoir. Le mari avec, par exemple, le mari avec sa femme qui a une hypothyroïdie. Ou le mari avec la femme qui a fait une fausse couche. Chaque situation, chaque transition de la femme, il y a une situation qui est adéquate. Donc, je pars sur une autre question. Quelles sont les plus grandes étapes de la vie d'une femme et quels sont les mots qui les accompagnent?
Quelles sont les plus grandes étapes de la vie d'une femme? Le premier, on a dit la puberté. D'accord. Ensuite, après la puberté, il y a la femme qui donc elle commence à avoir une situation donc, professionnelle, on va dire, ou une profession à l'école. Parce qu'il y a aussi la fillette, la puberté, mais après, il y a l'adolescente. C'est une transition. Donc, il y a la fillette qui commence à avoir la puberté, et après, il y a la transition de l'adolescence. Ça aussi, c'est une autre situation. Il y a l'adolescente. De l'adolescente, après, bien sûr, si elle a la possibilité, donc il y a le mariage, hein, c'est sûr, d'accord, donc le couple. Ensuite, il y a la transition et l'étape de la grossesse, l'allaitement, après l'éducation des enfants, d'accord. Ensuite, il y a cette étape qu'on a dit, donc la ménopause. Ensuite, il y a l'étape, donc elle prend de l'âge, hein, donc chaque étape a sa transition, comme on l'a dit. Est-ce que les cancers féminins peuvent être évités en ayant une meilleure hygiène de vie? Alors, d'accord, là, on est passé donc des mots de la femme au cancer. C'est vrai que le thème du cancer, c'est important. Surtout le cancer du sein, cancer par exemple des ovaires, cancer. Dans tous les cas, la question c'est l'impact du cancer face à l'alimentation, c'est bien ça? Est-ce que l'hygiène de vie, elle peut Oui, l'hygiène de vie, améliorer? exactement. Déjà, le cancer, de connaître la cause de ce cancer. La cause, ça peut être génétique, ça peut être ça peut être même un trouble psychique qui peut être la cause du cancer. Ça, c'est important. Alors, si on veut parler du cancer de la femme, un cancer surtout, on est toujours dans les troubles de la femme, plutôt les maux de la femme. Donc le cancer, ce sera en préventive ou curative? En préventive. Préventive, d'accord. Curative, c'est un autre sujet. Ah. Sûr, c'est un sujet médical. Donc là, c'est sûr que ça dépend de son niveau médical, de son suivi médical. La prévention, bien sûr. La prévention du cancer, c'est la prévention de la santé, de manière générale. Comme la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien sûr, dans un premier temps, l'alimentation. L'alimentation de la femme est importante. L'alimentation, surtout une alimentation équilibrée, variée. Il faut au minimum 25 fruits et légumes dans la semaine. Pour qu'on prévienne du cancer, c'est 25 fruits et légumes dans la semaine. Certains disent 5 fruits dans la journée. Mais c'est mieux de dire 25 fruits et légumes dans la semaine. Pour ça, il y a certains pays, par exemple, une fois par semaine, ils font donc ta'am, ils font le couscous, et ils mettent un maximum de légumes. S'ils peuvent en mettre 15, ils en mettent 15. Et tous les pays différents. Certains vont mettre 3 ou 4 dans certains pays. Certains, ils vont mettre 6. Certains, ce qu'ils retrouvent le plus, ils le mettraient dans ce plat. Pourquoi? L'importance des légumes, l'importance de l'alimentation pour prévenir du cancer. C'est souvent que le cancer, c'est souvent la cause, et peut-être la cause d'une mauvaise alimentation. Surtout, une alimentation où il y a ce qu'on appelle des antioxydants. Donc les fruits, les légumes où il y a des antioxydants. Et une règle importante dans la médecine prophétique, car c'est un podcast de la médecine prophétique, tous les fruits et les légumes qui sont cités dans le Coran et dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des fruits et légumes antioxydants. Donc on peut apporter une règle. Antioxydants, donc ça veut dire ralentir les radicaux libres. C'est ralentir justement la vieillesse, ralentir les choses qui se détruisent. Antioxydants, ils protègent l'individu. C'est-à-dire que les fruits et les légumes, ils protègent l'individu des maladies. Et tous les fruits qui sont cités dans le Coran, ou tous les légumes qui sont cités dans le Coran, tous les céréales qui sont cités dans le Coran, l'alimentation du Coran et la Sunna, elle est antioxydante. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire que essayer de se concentrer sur une alimentation antioxydante, de fruits, de légumes et de céréales. Ça, c'est important pour prévenir du cancer. Tout ce qui est antioxydant. Ensuite, il y a des plantes qui sont antioxydantes. Il y a des compléments alimentaires qui sont antioxydants. Donc, tout ça, c'est important pour prévenir le cancer. Ensuite, bien sûr, l'équilibre.
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apportait, c'est l'alimentation. Après l'alimentation, c'est les exercices physiques. C'est vrai que la sédentarité, avec une alimentation ultra transformée, c'est sûr que la personne se retrouve... il se retrouve facilement, on va dire, qu'Allah nous protège, tous. Même il y a une dua contre justement l'asqam, sou al-asqam. Le prophète a même parlé, et après certains savants ont dit que sou al-asqam, c'est le cancer. Il y a une dua sur ça, de se protéger, de demander à Allah de la protection. Donc on voit justement l'importance des fruits, des légumes, des céréales antioxydantes, les plantes aussi antioxydantes, et l'exercice physique. L'exercice physique, bien sûr, avoir une activité physique. La marche, la course, tout dépend des moyens de la personne. Mais avoir une activité physique. Et la troisième chose, bien sûr, avoir une santé mentale. La santé mentale, c'est le tiers de la prévention contre le cancer. Le tiers, c'est-à-dire vraiment lutter contre le stress, l'angoisse, l'anxiété, la dépression. Tous les troubles psychologiques qui peuvent... souvent, un exemple, souvent, il y a des cancers qui sont la cause d'un choc émotionnel. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait toujours, là, il a apporté une règle dans la prévention des troubles psychologiques, la tardab. Il est revenu ensuite, le compagnon, il a dit, la tardab, ne t'énerve pas. Parce que il n'a pas besoin, le prophète, de citer tous les troubles psychologiques. Car la porte de la colère, c'est la porte de... c'est la porte du mauvais comportement. Tous les mauvais comportements est basé sur la colère. Il suffit que tu t'énerves, tu as perdu contrôle. Tu as perdu contrôle. C'est plus quelqu'un il te fait une chose en voiture, tu t'énerves, tu as tout perdu contrôle. Il suffit que tu aies un conflit avec ta femme, tu t'énerves, tu peux même divorcer. Tu as un conflit avec ton fils, tu t'énerves, tu peux le frapper. Tu le frappes, c'est pas pour l'éduquer. Tu le frappes par énervement. Tu t'es engueulé avec ta femme par énervement. Tu t'es engueulé avec quelqu'un en voiture par énervement. Regardez, le prophète, il utilisait la tardab, il a employé ce, et pour d'autres choses. Il pourrait dire la tahzan. Pourquoi il n'a pas dit la tahzan, ne chagrine pas? Non, il a appelé la tardab. Parce qu'Allah, il lui a révélé cette parole-là. Il lui a révélé parce qu'Allah, il sait qu'est-ce que la porte où Shaitan, il rentre. Shaitan, il rentre, c'est le roi justement de la turpitude. Et pour semer la turpitude, il met la colère, al-ghadab. Et d'ailleurs même, quelqu'un qui arrive justement au meurtre, au crime, il le fait avec colère. Il ne le fait pas avec gentillesse. Non, c'est sa colère. C'est quwa ghadabiyya. Cette colère qui va pousser à faire du mal. C'est pour ça que revenons aux troubles de la femme et au cancer. C'est souvent le tiers des troubles, plutôt du cancer. C'est souvent des troubles psychologiques, des troubles psychiques, des chocs émotionnels, des gros chocs, bien sûr, à la mort de quelqu'un, ou chagrin, ou un gros chagrin, une grosse tristesse. Des fois, il peut y avoir un trouble, un déséquilibre dans le corps, juste parce que une grosse tristesse. Et le prophète, quand il a dit, justement, il a recommandé ça pour pas que ça engendre des conséquences comme le cancer. Barakallahu fikoum. Pouvez-vous nous donner un exemple de pharmacie de la femme au naturel à avoir à la maison? Alors, une pharmacie, c'est assez large quand même. On essaie de rester sur les troubles physiques. Parce qu'après, pour chaque maladie, il faudra un magasin. Juste, en restant en pharmacie, en restant dans le thème on pourra en parler d'autres thèmes, mais restons sur de la puberté à la ménopause. D'accord? On reste dans ce cadre-là, parce qu'après, si on rentre dans les troubles psychologiques, il faudra une autre pharmacie. Si on parle des maux des autres, la grippe, les choses qu'on a de la vie, il faudra une autre pharmacie. On reste juste dans le domaine qu'on a commencé, comme ça on ne s'éparpille pas. Par exemple, pour la puberté, ce qui est très bien pour les règles douloureuses, pour les règles abondantes, la camomille, toutes les camomilles, romaines, allemandes, parthenelles, ensuite toute la famille, de l'origan, le thym, la marjolaine, ça c'est des phytoextrogènes. Classés comme phytoextrogènes, magnifiques. Les avoir en pharmacie, à la maison, chez soi, pour la puberté. C'est-à-dire pour les règles abondantes.
La spiruline, aussi très bien, c'est un ami de la femme aussi. La sauge est un ami de la femme aussi, hein, qui est une phytoextrogène. Le phytoprogestérone, par exemple, le gâtillier, qui est très bien aussi. Le costu indien, la nigelle, hein, c'est des plantes importantes pour la femme. Hein. Ensuite, bien sûr, le tilleul, l'huile d'onacre, qui est très bien pour la pharmacie de la femme. L'huile d'onacre, le bourrage, l'huile de bourrage, l'huile d'onacre qui est important, le soja. Après, le soja, on fait attention, d'accord? S'il n'y a pas d'antécédent au niveau du cancer du sein, ou aussi éviter pour la femme qui a l'hypothyroïde, éviter le soja. Mais le soja, c'est l'ami de la femme. Le soja, c'est un phytoextrogène qui agit très très bien pour la femme. Ensuite, après, il peut y avoir des plantes qui sont importantes, qui sont anti-inflammatoires. Comme on l'a dit, donc, au niveau de la curcumine, le gingembre, qui sont anti-inflammatoires. Par exemple, aussi, une chose qui est importante dans la pharmacie de la femme, c'est l'argile. L'argile blanche, l'argile verte, hein, toutes les argiles. Et pour terminer, pour garder la vitalité de la femme, bien sûr, il y a le ginseng qui est très bien, la maca, qui est l'ami de la femme aussi. C'est le ginseng de la femme, la maca, qui est très bien. Et pour terminer, bien sûr, les produits de la ruche. Hein, la propolis, la gelée royale, tout ça, c'est les produits de la ruche, sont aussi importants pour la vitalité de la femme. Jazakumullahu khayran. Barakallahu fikum, professeur Hakim, pour votre partage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.